que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on ne tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent et pour l'instaurer, ils tuent. La démocratie qui tue, nous ne voulons pas de démocratie. Que Dieu nous garde de cette démocratie-là. On est concentré sur notre reconquête, sur notre refondation et sur la révolution. C'est la seule voie pour se développer. Excellence, la chefferie coutumière et traditionnelle a été réhabilitée. Cela témoigne de votre vision pour la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qui est attendu de cette entité sociale? Oui, je l'ai souvent dit, en fait, la chefferie coutumière, c'est le lieu pour moi encore de les remercier, de les féliciter pour cet état d'esprit, parce que ce n'est pas facile. Je dis souvent, même nous qui sommes jeunes, nous sommes nés dans un système. Et pour changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans un système, c'est très difficile. La chefferie coutumière, les politiciens ont réussi à les embarquer. Et comme je l'ai dit, il faut dire la vérité, la politique en Afrique, en tout cas ce qu'on a vécu au Burkina, c'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaoré que nous avons fait adopter. La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à c'est-à-dire créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets. Et c'est ce qu'on demande. Donc il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse. Et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi qu'ils pourront réussir la mission. Donc vous confiez un rôle complexe à la chefferie traditionnelle et pendant ce temps, il y a une loi qui a été adoptée également sur les libertés religieuses en tant que telle. Et je crois que cette loi a fait quand même pas mal de grincements dedans. Et souvent, il y a des incompréhensions autour. Ah bon? Une loi qui n'est même pas débattue à l'Assemblée, qui grince les dents, est-ce que les gens ont lu? Quand il y a une loi, est-ce que ceux qui parlent de la loi ont lu la loi d'abord? Est-ce qu'ils ont compris la loi? L'Assemblée va convoquer bientôt les fêtières religieuses pour discuter de la loi. Et donc, les fêtières, ce sont les représentants, ce sont les responsables des différentes religions. Ça n'a pas encore été fait. Sinon, ce n'est pas encore débattu, donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le contenu de la loi. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens faciles à manipuler, d'esprit faible, qui ne cherchent pas trop loin, qui sont beaucoup ignorants. Il faut savoir que les propositions n'émanent pas même du gouvernement forcément, parce qu'il y a eu des concertations avant, avec beaucoup de communautés. C'est une loi ça fait plus d'1 an de concertation avec les communautés. Et donc, il y a un certain nombre de réformes à l'intérieur, mais surtout d'organisation. Et je pense que c'est une loi qui protège plus les religieux. En ce sens que, vous voyez, imaginez n'importe qui se lève aujourd'hui, il s'autoproclame un leader, il prêche comme il veut, ce qu'il veut, il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Cette loi permet d'organiser. Quand vous prenez au niveau donc des catholiques, il y a une fêtière,
Au niveau des coutumiers, il y a des fêtières. Au niveau des musulmans, il y a des fêtières. Et c'est cette fêtière qui doit normalement organiser la vie dans la communauté. Quelqu'un, par exemple, ne peut pas se lever, se donner des titres et se mettre à prêcher ce qu'il veut. Si, par exemple, vous devrez être un imam ou bien être un leader religieux qui doit prêcher ou quelque chose, dans la loi, il est prévu que votre fêtière qui doit vous délivrer un papier qui authentifie que vous avez la capacité de pouvoir exercer ce que vous voulez exercer. Mais ça donne du poids aux leaders religieux, au lieu que ce soit le désordre qui est installé là. Quelqu'un se lève, il construit sa mosquée, il fait ce qu'il veut. Il construit son temple ou son église là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on a essayé de réguler quelque part. En gros, c'est donner du poids aux fêtières, les permettre d'organiser chacun dans sa lignée comment la religion doit se passer. Excellence, les activités des partis politiques ont été suspendues et par la suite on a constaté leur dissolution. Alors quel message se cache derrière ces décisions? Aucun message. La politique a pu faire quoi au Burkina? Pas grand-chose. Ça nous a divisés, ça c'est une réalité. Même dans des familles, deux frères qui appartiennent à deux partis, mais ils vont développer une haine sauvage, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça c'est dangereux. Et en termes de développement, vous savez que la politique c'est comme une entreprise en africain. C'est-à-dire vous êtes, moi je suis président d'un parti, je vous recrute, vous êtes de beaux parleurs, de beaux trompeurs. On flatte les gens, ils nous suivent. On a des opérateurs économiques à gauche et à droite qui nous aident à financer et vous partez corrompre les gens. Une fois que vous avez bien corrompu, si on gagne les élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Voler pour un retour sur investissement. Et ces opérateurs qui vous ont financé, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de les donner tous les marchés de l'État. Vous ne pouvez pas les faire payer la douane comme il faut. Vous ne pouvez pas faire payer les taxes comme il faut parce qu'ils ont besoin d'un retour sur investissement. C'est ça la réalité. Même nous, quand on est arrivé, il y a des opérateurs qui nous ont approchés aussi pour financer ou quelque chose. Nous ne sommes pas des politiciens. Si vous voulez donner l'argent, c'est ce qui nous a amené déjà à créer une commission de réception des dons, si vous vous souvenez. Après, les FSP maintenant. Parce qu'on cherchait les gens, mais on a dit, bon, comme vous en avez trop et que vous avez une sale habitude, donnez. On prenait et on pose le trésor dans un compte. Maintenant, si après, tu viens derrière pour dire que, bon, nous vous soutiens, il faut que j'ai mes camions à la douane, ils ont dit ici, ça, il faut nous aider à sortir. Généralement, c'est ce qui se passe. Ils vous expliquent même la méthode, parce qu'ils vous disent que vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Ça ne marche pas avec moi. Tu vas payer toute la douane, tu vas payer toutes tes taxes comme il faut. Si tu veux faire chanter quelqu'un parce que tu as soutenu ou quoi, ça est au trésor, ça aide les combattants. Donc c'est cette manière de faire la politique et tout. On a mis fin. Ça, il faut une nouvelle idéologie politique. Et il faut une formation avant qu'on parle de politique, à notre manière. Donc voilà pourquoi on a suspendu. Et après on a dissous. Mais eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui faisaient la politique, sont d'accord. La RPP, là, c'est pas d'autres personnes, ce sont les mêmes individus, mais je pense que les gens ont compris maintenant qu'ils étaient manipulés, ils étaient sur la fausse voie, et maintenant on est en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc quelque part, c'est pas des individus qui ont quitté, ce sont les mêmes individus, mais je pense qu'il y a eu un déclic qui permet de repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est dissous, les partis impérialistes, mais les hommes sont là, en train d'être reconstruits à mesure de lancer la machine Burkina Faso. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et des tentatives de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Alors, ce n'est pas la première tentative. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État,
je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Roch et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut coûte que coûte nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir le truc. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier, je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel, donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là, nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays, des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Pour parler rapidement de la lutte contre la corruption qui bat son plein actuellement au Burkina Faso et qui donne des résultats, mais certains estiment que ce sont de petits poissons qui sont pris pour le moment et que les gros poissons arrivent à ne pas passer à travers les mailles. Vous voulez parler des caméras Kourag? Exactement. Non, les caméras Kourag, ce n'est qu'une partie. Mais attendez, quand l'affaire Tignan, est-ce que c'est caméra Kourag? Mais ce sont des milliards. Vous avez suivi ça quand même en direct. Mais ce n'est pas la seule affaire. Il y a beaucoup d'autres affaires qui se traitent, mais c'est parce qu'il y a certains qui sont médiatisés. Donc il y a des gros poissons très griffes qui sont pris, mais soit le procès n'est pas public, ou bien il y en a aussi qui ont volé, mais qui font ce qu'on appelle la transaction. C'est-à-dire qu'ils remboursent avec des pénalités. C'est les gens des finances qui calculent ça. C'est parce qu'il y a ce mode aussi. Si tu voles et qu'on te prend, alors on peut décider de faire une transaction. Tu payes et avec les pénalités qu'il faut et ensuite donc s'il y a une peine à encourir, tu vas aussi le faire. Donc il y a beaucoup de procès qui se déroulent et la justice est très chargée actuellement. Mais c'est ce que vous voyez seulement parce que les petites corruptions entraînent aussi les grandes corruptions. Parce que les petites corruptions frustrent les populations. Ça, vous imaginez quelqu'un qui a un malade à l'hôpital, il sort pour aller chercher un produit urgemment. Alors on l'arrête. Par exemple, on a mis un processus en place, par exemple avec la brigade Laballe, pour qu'on n'arrête plus quelqu'un et prendre son engin. Ou bien le garder sur place. Non. Il y a une carte qu'on vous remet et vous partez. Mais si maintenant un agent refuse de faire cela, quelqu'un qui a son enfant ou bien en tout cas quelqu'un à l'hôpital qui est mourant, il court pour chercher une ordonnance. On a mis un processus en place pour que ce gars-là puisse rapidement avoir ses produits repartir. Mais vous partez par la corruption, vous gardez le gars, contrairement à ce qu'on dit, et vous exigez ce qu'il paye pour vous, votre poche, au lieu de partir. Donc c'est le préjudice que ça peut créer aux populations. C'est pour ça qu'on combat ça aussi. Et c'est ça qu'on a montré publiquement pour que les gens arrêtent. C'est la même chose au niveau des services des domaines, les parcelles et autres. Les gens, vous pouvez partir avec toute votre misère possible, les supplier, mais ils s'en foutent. Pourtant, la grande masse, ce qu'on appelle les serviteurs du peuple, la fonction publique un peu partout, vous êtes là pour servir le peuple. Et si vous posez des actes à frustrer le peuple, à créer des préjudices dans le peuple, on ne va pas laisser ça aussi. Mais là, il faut qu'on le montre aux yeux de tout le monde pour que les autres ne tombent pas dans la même bêtise, si je peux dire. Voilà pourquoi on filme et on montre. On a beaucoup de dossiers sur ça. Ce n'est qu'une partie qu'on a montrée, mais on a beaucoup de dossiers. Mais aussi les gros poissons, comme vous dites, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont traités au niveau de la justice, les gens remboursent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais je peux dire que ça a beaucoup baissé. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer à 100%, mais la lutte est implacable et ça produit des résultats.
nous allons donc passer au troisième volet de cet entretien qui est consacré donc au volet économie et développement. Et on commence avec vous, Monsieur Yao. Excellence, le Burkina Faso a atteint des niveaux records en matière de mobilisation des ressources propres en 2025, avec plus de 2300 milliards, en dépit de la situation sécuritaire. Quels sont les leviers qui soutiennent cette mobilisation record? D'accord, merci. La première chose qu'il faut dire sur ça, c'est la ressource humaine. Les félicitations vont à l'endroit donc de nos agents de finances. C'est eux qui ont fait le travail remarquable. Certes, nous avons parlé, nous avons amené des réformes, changé les mentalités, mais c'est parce qu'ils ont incorporé ces mentalités qu'ils arrivent à faire le travail aussi. Sinon, vous pouvez faire beaucoup de réformes, avoir de beaux textes. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures pour la mise en œuvre et tout. Mais si la ressource humaine n'a pas capté le fondement, ils vont toujours chercher des voies et moyens pour contourner et vous n'allez pas avoir de recettes. Donc, comme je dis, c'est d'abord eux qu'il faut féliciter parce qu'ils ont entendu, ils ont compris ce qu'on a dit et ils sont en train d'appliquer les textes qu'on est en train d'adopter. C'est ça qui amène toutes ces recettes-là. Donc, félicitations et je pense que nous sommes en train de continuer les réformes pour qu'on puisse avoir le maximum de recettes. C'est ça qui permet d'équiper nos forces, de les former, de construire notre pays. Donc les agents du ministère des Finances ont compris cela. Et ils font vraiment un travail formidable et on continuera de les encourager pour qu'ils continuent à se surpasser. Même dans le même sens que la lutte contre la fraude et tout ça, vous voyez qu'ils sont vraiment en train de s'activer et on les félicite pour ça. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas protéger nos industries, on ne peut pas protéger notre économie et tout ce qu'il va. Donc si ils s'étaient laissés aller dans les anciennes pratiques, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Monsieur le Président, vous avez lancé un gigantesque projet, celui de construction de l'autoroute Ouagabobo. Ça semble être un projet auquel vous tenez. J'y tiens beaucoup et c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas la seule voie qu'on va faire. Mais l'autoroute Ouagabobo, si vous prenez la route de Bobo, regardez depuis 2 ans maintenant le nombre de malheurs qu'on a sur cette route. La route est très petite. Il y a trop d'accidents mortels. Tous les jours, il y a des accidents mortels sur l'axe. On a besoin d'une route. Nous, on a trouvé un projet qui existait, mais c'est 2x2. Et quand j'ai essayé de voir quelles sont les entreprises qui s'étaient proposées. D'abord, ce sont des entreprises étrangères. Et les coûts de réalisation, 300 km environ, 2x2 voies, nous étions à 1000 et quelques milliards, 1032 milliards le moins cher. Bon, moi j'ai dit 2x2, c'est déjà dépassé. 2x2, si un camion est en panne, déjà il stationne et puis bon, c'est fini. Hein. Vous êtes le nombre de voitures, le flux qu'il y a sur la RN1, donc c'est dépassé. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse 4x2. Et comme je l'ai dit, les gens, vous voyez, souvent nous avons ce complexe, ce malheur-là. Le noir ne croit pas en lui. Voilà. Même quand j'ai dit 4x2, il y a des agents du ministère qui ont un sourire, quoi. C'est impossible. Je dis d'accord. On met le projet en stand-by. Et donc j'ai activé Faso-Mewo pour payer le maximum d'équipement. Et jusqu'à tous les détails. Aujourd'hui, ils ont tout. Toutes les machines nécessaires pour faire la partie voie rouge. Toutes les machines nécessaires pour faire le bitume. Jusqu'aux concasseurs de granit, de carrière. Donc ça veut dire qu'ils sont totalement autonomes. Donc nous sommes en mesure de faire notre autoroute. Et après ça, il y a beaucoup d'autoroutes. Moi, je veux que tous les chefs-lieux de région soient joints par des autoroutes. Toutes les sorties du Burkina, ça doit être des autoroutes. Voilà, la route, c'est capital. Et pour l'économie, et pour nos forces. Le réseau autoroute du Burkina sera le plus dense en Afrique, tel qu'on a fait la projection. Et ça continue de venir. Nous avons encore près d'une dizaine de brigades qui doivent venir. Ce qui est venu ne vaut même pas 40% de ce qui doit venir. On va s'équiper sérieusement, faire un bond qualitatif en 5 ans. Voilà. La route est indispensable au développement, les mines le sont autant également, et on sait que le Burkina a fait un grand bond en étant dans le top 4 des pays africains producteurs d'or, ce qui est très important. Et aujourd'hui, vous avez constitué votre réserve d'or. Alors maintenant, Monsieur le Président, quelle est la perspective que cela annonce, la construction de cette réserve d'or? L'or est une valeur refuge, comme on aime le dire, avec les devises qui ne sont pas stables et tout. Et tout le monde est en train de chercher l'or pour faire une réserve, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous, on a connu une petite période en 2023 où on a voulu nous bloquer sur tout.
Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer les trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, ce sont donc voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc nos transactions aussi ont été bloquées avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc on est là, la guerre est là, et on veut des drones, on veut des armes, on ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc, à rallier, parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie, ils sont capables de trucs. Moi je dis, il n'y a pas de problème. Attendez. Donc un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or, ils sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous aussi on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, ce n'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour le truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné, et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer, ils ont levé un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec nous. La BCAO, je veux dire. Donc l'or est très important, et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur, on a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production.